l'actualité politique qui s'est accélérée ce week-end avec le discours de rentrée de Marine Le Pen, celui d'Édouard Philippe ou encore François Bayrou qui a fait la une du journal Le Parisien avec une mise en garde sur la réforme des retraites. Autant de séquences que nous allons décrypter avec vous. Benjamin Morel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférence à Paris 2. Mais d'abord, on va commencer avec cette affaire qui tombe mal pour LFI, la France Insoumise, la mise en retrait d'Adrien Quatennens. C'est un poids lourd de LFI. Donc il est visé par une main courante déposée par son épouse dans le cadre de violences conjugales. Aujourd'hui, il s'en est expliqué. Il a donc décidé de se mettre en retrait. Est-ce que ça fragilise LFI ? Ça fragilise d'une certaine façon LFI, en effet, tout bêtement, parce que là, on a un parti qui, a été connu justement pour exploiter politiquement ce type d'affaires. Or, évidemment, lorsque, la situation se retourne, c'était déjà le cas sur le cas Bouaf, c'était également le cas sur le cas Coquerel, même si évidemment c'est très différent sur le fond de l'affaire avec le cas Quatennens. Mais du coup, ça permet à d'autres partenaires au sein de la NUP, également à d'autres tendances au sein de LFI, de fragiliser certains des cadres, en l'occurrence Adrien Quatennens, et derrière Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon. Donc politiquement, c'est un problème aujourd'hui pour la France Insoumise. Ça ne veut pas dire que ce problème est insoluble. Adrien Quatennens va rester a priori député. Cette affaire, ensuite, il faudra voir si le parquet décide de poursuivre. Il est encore très très loin de la coupe aux lèvres pour que ça aille plus loin. Néanmoins, évidemment, politiquement, c'est un coup dur qu'aujourd'hui la France Insoumise tente de traiter comme elle le peut. Oui, puis il y a une affaire dans l'affaire, puisqu'il y a eu les deux tweets de Jean-Luc Mélenchon. Alors, le premier, il critique la malveillance policière, le voyeurisme politique, donc il défend vraiment Adrien Quatennens. Puis après, il dénonce la gifle qu'a portée Adrien Quatennens à son épouse, Céline. Comment vous expliquez ce rétro-pédalage ? C'est une erreur ? C'est pas vraiment un rétro-pédalage, je dirais que c'est la conjugaison de deux types de stratégies. On voit que pour, grosso modo, que cette affaire marque le moins possible et LFI et Adrien Quatennens, il faut qu'elle dure le moins longtemps possible. Vous avez donc un communiqué d'Adrien Quatennens qui reconnaît l'affaire de manière assez circonstanciée. Vous avez une éviction au moins temporaire des fonctions qu'il occupe au sein de la FI pour que, grosso modo, pour les opposants en interne et en externe, il n'y ait plus rien à aller chercher à continuer cette affaire. Et de l'autre côté, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui reconnaît la culpabilité d'Adrien Quatennens tout en tentant, et c'est le deuxième aspect de la stratégie, de retourner le stigmate en visant plutôt la police, en visant également les médias qui seraient responsables de cette affaire-là. Très clairement, le premier tweet était assez maladroit parce que du coup, il oubliait la femme d'Adrien Quatennens qui a priori est tout de même la victime dans cette affaire. Le deuxième tweet a pour objectif de corriger le premier pour éteindre l'affaire et pour que demain on n'en parle plus, ce qui est aujourd'hui la première priorité pour la FI. Voilà, donc une affaire dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui a peut-être mis un petit peu dans l'ombre la rentrée politique de Marine Le Pen. Alors cette rentrée politique, elle avait déjà été un petit peu mise dans l'ombre par la mort d'Elisabeth II. Donc elle a fait cette rentrée, discours très attendu, un slogan « L'alternance, c'est nous ». On va y revenir avec vous, Benjamin Morel. Mais pour l'heure, on écoute Marine Le Pen. Comme vous le savez, j'ai décidé de me mettre en retrait de la présidence du parti. Ce n'est pas un abandon, bien sûr. Mais après 10 ans, c'est le choix délibéré de faire monter de nouveaux cadres qui, à l'image de nos nouveaux et talentueux députés, apporteront, avec l'énergie qui les anime, un dynamisme supplémentaire à l'action de notre mouvement. Ce choix d'une nouvelle direction du Parti national, en l'occurrence entre deux candidats très talentueux tous les deux, vous revient. Amis qui soutenaient les idées du Rassemblement national. Alors déjà, un hommage appuyé à son groupe parlementaire. Elle sait que c'est sa grande force aujourd'hui. Mais il y a l'après. On a l'impression qu'elle est déjà en 2027. C'est le cas ou pas ? C'est en grande partie le cas. Alors là, c'est un discours qui est à l'adresse essentiellement de sa base militante, alors qui, sur un certain nombre de thématiques, est plus radical qu'un certain nombre de discours qu'elle peut tenir de manière plus large. Mais c'est un discours également qui est un discours de structuration du mouvement et qui, en ça, vise 2027. Il vise 2027 parce qu'elle tente d'équilibrer les deux grandes problématiques qui, aujourd'hui, sont celles du Rassemblement national, la question identitaire migratoire, et de l'autre côté, les questions sociales. Ensuite, parce que c'est un discours qui tente de tenir aujourd'hui les deux objectifs du Rassemblement national, c'est-à-dire maintenir à la fois sa posture d'opposition, parce que dans un système fondé sur l'alternance comme la Ve République, pour incarner l'alternance, il faut incarner l'alternative. Donc un discours très offensif vis-à-vis du gouvernement, mais en même temps un objectif de crédibilisation, avec notamment une tentative de montrer que le parti aujourd'hui, Rassemblement national, est monté en gamme du point de vue de l'expertise, en discutant le projet de loi de finances.
Il y a quelques mois, tout le monde se moquait de la position du Rassemblement national sur le projet de loi de finances, le budget de l'État. Aujourd'hui, avec la situation de majorité relative, ça devient un point important. Également, en visant des élections intermédiaires qui ne sont pas n'importe lesquelles. Elle parle longuement des sénatoriales. Les sénatoriales, ce sont les pires élections pour le Rassemblement national. Il n'a en règle générale quasiment aucun sénateur, au maximum 2. Pas assez d'ancrage. Ce sont des élections indirectes, ce sont des élections qui impliquent de bien connaître le tissu local, etc. Or, elle en parle et elle vise justement à gagner des sénateurs. Ce qui montre que, au-delà de 2027, l'idée aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national est devenu un parti comme les autres, qu'il peut remporter des élections, qu'il a un groupe à l'Assemblée nationale, que demain il peut avoir un groupe au Sénat. Et donc, ça montre que là-dessus, elle affiche très très clairement des ambitions qui sont des ambitions de normalisation. Des ambitions de normalisation, mais elle montre aussi, elle veut montrer que c'est le deuxième parti de France. L'opposition, c'est elle, l'alternance, c'est elle. L'alternance, c'est elle. Encore une fois, une grande partie de l'électorat n'est pas forcément très affilié politiquement. Il ne se dit pas de droite, de gauche, etc. Il se définit simplement dans une dichotomie majorité-opposition. La majorité, aujourd'hui, elle est évidente. Elle est incarnée par Emmanuel Macron, qui représente l'opposition et qui peut capitaliser demain sur la colère qui serait déclenchée dans une crise sociale ou quelque crise que ce soit contre le gouvernement. Si vous prenez une précédente enquête d'il y a 2 semaines, une enquête IFOP pour vos confrères de Sud Radio, le parti qui vient de doubler en matière d'incarnation de l'opposition, le Rassemblement national, c'est justement la France insoumise. Et donc il y a une course à l'échalote pour apparaître comme étant le premier opposant, parce que le premier opposant est celui qui peut capitaliser sur la colère. Pour ça, il faut camper une ligne dure, il faut camper une ligne claire. C'est ce que Marine Le Pen essaie de faire aujourd'hui. Alors, elle essaye de le faire aujourd'hui, mais il va y avoir le président du RN. Alors aujourd'hui, 2 candidats en lice, Jordan Bardella, qui est l'actuel président par intérim, et Louis Alliot, maire de Perpignan. Quel est le mieux placé, justement, pour cette ligne, pour assumer cette ligne ? Aujourd'hui, a priori, dans les affaires internes du parti, Jordan Bardella apparaît comme étant le mieux placé. Mais après, Marine Le Pen laisse les choses ouvertes. Elle essaye de montrer à ses militants à la fois qu'elle leur fait confiance et qu'il y a une vraie démocratie interne, ce qui jusqu'à présent n'a pas vraiment été la caractéristique singulière de ce parti. Et donc ça permet d'engager les militants et de leur montrer que là-dessus, ils sont entendus. Après, au fond, ça signifie également quelque chose d'autre. Le vrai pouvoir aujourd'hui au Rassemblement national, il n'est plus, comme ça a été toujours le cas, dans le parti. La gestion du parti n'a que peu d'importance. L'important, c'est le groupe. Et qui est à la tête du groupe, qui détient les clés du groupe, c'est Marine Le Pen. C'est au sein du groupe que se trouvent les cadres de demain, les nouveaux députés. C'est également au sein du groupe que se trouvent les compétences et les capacités d'expertise qui doivent justement permettre cette montée en gamme. Le groupe parlementaire, aujourd'hui, c'est certes les 89 députés, mais c'est 300 collaborateurs et assistants parlementaires. Et c'est là que demain, peut se crédibiliser le Rassemblement national. Le parti, d'une certaine façon, n'a plus qu'un objectif d'affichage. Alors, autre grand fait politique du jour, c'est cette une du Parisien, une du Parisien avec François Bayrou, et qui donc fait ce message. Je suis opposé à un passage en force. Donc, il parle de la réforme des retraites avec un possible amendement à la loi de finances de la sécurité sociale et donc un recours au 49.3. Est-ce que vous avez été surpris par cette déclaration de François Bayrou ? Pas tant que ça, parce qu'en réalité, François Bayrou a toujours joué un peu les poils à gratter. Et il a en effet un esprit assez indépendant. Il s'est battu sur un certain nombre de dossiers, notamment la question de la réforme des institutions lors du précédent quinquennat. Il a toujours montré qu'il avait une position relativement libre dans la majorité. Après, si demain, la réforme des retraites était intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est ce qu'on entend aujourd'hui par un passage en force. Si ce projet de loi de financement de la sécurité sociale devait passer sous le sceau d'un 49 alinéa 3, comment ça se passerait ? Ça signifierait que le gouvernement dirait aux parlementaires, vous avez 2 choix. Soit vous votez une motion de censure, soit vous acceptez la réforme des retraites. Et à ce moment-là, pour voter une motion de censure, il faut une majorité des députés, soit 289 députés qui la votent. Marine Le Pen a dit dans son discours qu'elle la voterait. La gauche, la NUP, la votera a priori. La question, c'est est-ce que LR la votera ? C'est loin d'être évident, évidemment, parce que la réforme des retraites, a priori, est quelque chose qui rentre plutôt dans l'ADN de LR. Est-ce que François Bayrou et est-ce que le MoDem iront jusqu'à voter une motion de censure, ce qui signifierait une rupture nette avec le gouvernement ? C'est loin d'être évident. Donc pour l'instant, le MoDem s'oppose sur le principe. Il n'est pas certain qu'il s'oppose jusqu'au bout. Alors lui, il met en garde François Bayrou, mais Édouard Philippe, lui, soutient, on l'écoute. Quant à la question que se pose tout le monde, Madame la Première ministre, je vais vous dire les choses simplement. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite dans le sens de plus de justice et de plus de travail, que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là.
Voilà, Édouard Philippe, donc, qui est pour ce soutien à la Macronie. Alors on voit qu'il creuse son sillon avec son parti Horizon. Il fait partie de la Macronie sans en faire partie. Quelle est sa stratégie ? La stratégie aujourd'hui d'Édouard Philippe, c'est de camper l'espace droit de la Macronie. Il faut voir que Emmanuel Macron a changé d'électorat depuis 2017. L'électorat d'Emmanuel Macron en 2017 est 2 tiers de centre-gauche, 1 tiers de centre-droit. À partir des européennes en 2019, c'est plutôt le contraire. 2 tiers de centre-droit, 1 tiers de centre-gauche. Une grande partie de l'électorat de centre-droit connaît une vraie porosité entre d'un côté LR et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à sa propre succession en 2027. Et donc il y a un espace politique qui s'ouvre et qui peut être occupé par Horizon et par Édouard Philippe. Cet espace politique n'a pas forcément de vocation majoritaire à lui tout seul, mais néanmoins, avec une figure relativement charismatique et plutôt aimée des Français, il y a une volonté de se positionner comme successeur, si ce n'est naturel, au moins le mieux placé, d'où aujourd'hui cette stratégie qui est une stratégie dedans-dehors. Mais est-ce qu'il peut siphonner les membres de Renaissance, puisque maintenant c'est Renaissance et c'est acté? Est-ce qu'il peut faire ça, Édouard Philippe? Parce que derrière, il y a quand même Darmanin, il y a Gérard Darmanin, Bruno Le Maire, qui eux aussi pensent à 2027. Alors ça va être toute la difficulté de ce quinquennat. Il faut voir que la majorité est non seulement une majorité relative, mais que c'est également une majorité qui fondamentalement est clivée. On citait Édouard Philippe qui a des ambitions présidentielles. On pourrait également parler du MoDem. Il n'est pas certain que François Bayrou ait renoncé à penser à 2027. Au sein de Renaissance, maintenant, vous avez également des ambitions qui sont en jour. Il y a celle, évidemment, des personnalités que vous avez citées, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, mais vous avez également beaucoup de députés qui, justement, ont été élus plutôt dans des circonscriptions de centre-gauche en 2017. Ces circonscriptions, elles apparaissaient comme étant des fiefs en 2017. En 2022, lors des dernières élections, ils sont passés à quelques centaines de voix près et elles sont devenues des sièges éjectables. Cette aile gauche, qui s'est rappelée notamment au bon souvenir du président de la République cet été à travers une proposition de loi sur le vote des étrangers déposée par Sacha Houillet, elle a également des intérêts, elle a également des volontés. Comment est-ce que tout cela peut tenir? Est-ce que chacun ira voter sur chaque texte? C'est loin d'être évident. On parle beaucoup de 289 députés pour obtenir une majorité absolue. L'important, c'est d'avoir toujours la majorité en séance. Il est possible assez rapidement que beaucoup de députés votent avec leurs pieds. Alors une question un peu compliquée, mais qu'il va falloir une réponse rapide. Comment Horizon peut devenir un grand parti aujourd'hui? Aujourd'hui, pour Horizon, il s'agit d'abord d'occuper un espace politique. Devenir un grand parti, en soi, a peu d'intérêt en termes de militants. Il faut arriver à avoir une bonne base locale. Aujourd'hui, Édouard Philippe a des élus locaux. Il faut arriver à exister comme étant une voix à la fois dedans et dehors, c'est-à-dire incarner la continuité et demain peut-être l'alternative lorsqu'Emmanuel Macron ne se représentera pas. D'où cette stratégie de communication singulière, mais qui peut être efficace. Merci Benjamin Morel d'avoir participé donc à ce 64 minutes politique. On va passer à la culture sur un air de Bossa Nova.